Une millionnaire invite le fils de sa domestique noire à jouer aux échecs pour s'amuser. Elle ne savait pas qu'il était un génie prodige. « Viens ici, petit. Montre-moi comment vous jouez aux échecs dans les favelas. » La voix de Madame Victoria Whitman résonna dans le salon de son manoir de Beverly Hills, empreinte de cette arrogance typique de ceux qui n'ont jamais eu à mériter quoi que ce soit. Diego Santos, 17 ans, aidait sa mère Carmen à servir les invités du dîner de charité lorsque la millionnaire a décidé de faire de lui le divertissement de la soirée. Les autres invités, des hommes d'affaires, des politiciens et leurs épouses ennuyées, ont ri discrètement derrière leur coupe de champagne à $1000. Victoria avait organisé cet événement pour collecter des fonds pour les « jeunes défavorisés », mais elle ne s'attendait clairement pas à ce que l'un d'entre eux serve des canapés dans sa propre maison. L'ironie était délicieuse pour elle. « Je parie que tu sais au moins déplacer les pièces », continua Victoria en montrant du doigt l'échiquier italien qui décorait la table basse. « Ce sera amusant de voir ce que ce garçon peut faire contre quelqu'un qui a vraiment étudié le jeu. » Monsieur Hamilton, propriétaire de 3 chaînes d'hôtels, murmura à sa femme. « Je parie qu'il ne sait même pas que le cheval se déplace en elle. » Les rires se répandirent dans la pièce comme des vagues sur un lac de supériorité. La mère de Diego, Carmen, baissa les yeux et serra le poing autour du plateau en argent. 20 ans à nettoyer cette maison, à élever son fils seul avec son salaire de femme de ménage, et elle devait encore regarder sa patronne se servir de son fils comme d'une blague pour impressionner ses amis riches. Elle connaissait Victoria depuis son enfance et l'avait vue se transformer au fil des ans d'une héritière gâtée en une mondaine cruelle. « Carmen, tu peux arrêter de servir pendant quelques minutes, » ordonna Victoria avec une gentillesse feinte. « Je veux que tu regardes ton fils jouer. Ce sera instructif pour vous deux. » Diego, cependant, resta immobile pendant quelques secondes, ses yeux sombres analysant non seulement le plateau, mais aussi chaque visage dans la pièce. À 17 ans, il avait déjà appris que le silence en dit souvent plus long sur les gens que 1000 mots. Et à ce moment-là, ce qu'il voyait, c'était un groupe d'adultes privilégiés qui n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Diego qui fit taire certains invités. Une étrange immobilité, comme le calme avant la tempête. Ses doigts bougeaient inconsciemment, comme s'il visualisait des coups sur un échiquier invisible. « Bien sûr, Madame Whitman, » répondit Diego avec un calme qui fit échanger des regards curieux à certains invités. « Ce sera un plaisir. » Victoria sourit avec satisfaction, s'installant dans son fauteuil en cuir comme une reine s'apprêtant à regarder des gladiateurs. « Excellent. Je parie que vous n'avez jamais joué sur un échiquier comme celui-ci, n'est-ce pas? Du marbre italien authentique. Chaque pièce vaut plus que... Enfin, vous savez. » La députée Jennifer Mills, assise près de la fenêtre, commenta à voix haute. « Victoria, tu es sûre que ce n'est pas cruel? Ce pauvre garçon va être humilié. »« Mais non, » rétorqua Victoria en ajustant ses boucles d'oreilles en diamant. « C'est une occasion d'apprendre. Il pourra raconter à ses petits copains qu'il a joué aux échecs dans un vrai manoir. » Ce que Victoria Whitman ignorait, et qu'elle allait découvrir de la pire manière qui soit, c'est que ce gamin des bidonvilles avait passé les 8 dernières années à étudier chaque ouverture, chaque stratégie, chaque piège jamais imaginé par les grands maîtres. Pendant que ses camarades de classe jouaient aux jeux vidéo, Diego dévorait des livres d'échecs empruntés à la bibliothèque municipale et regardait des parties légendaires sur l'ordinateur cassé qu'il avait réparé tout seul. Dans le silence de la nuit, pendant que Carmen travaillait 2 fois plus pour payer ses factures, Diego analysait les parties de Kasparov, Fischer et Carlsen. Il avait mémorisé plus de 200 ouvertures différentes et pouvait réciter par cœur les 50 défenses les plus célèbres de l'histoire des échecs. Mais le plus important, c'est qu'elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'être humiliée par le même garçon qu'elle avait sous-estimé par pur préjugé, devant tous ses amis puissants. Et quand la vérité éclaterait, ce ne serait pas seulement une défaite aux échecs, ce serait une leçon qu'elle garderait toute sa vie. Pendant que Victoria organisait les pièces avec des gestes théâtraux, Diego observait chaque invité présent. Quelque chose dans son regard suggérait qu'il ne se préparait pas seulement pour une partie, mais qu'il s'apprêtait à réécrire toutes les suppositions de cette pièce sur qui méritait vraiment le respect. Si cette histoire de préjugés et de dépassement de soi vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé ensuite a montré que juger quelqu'un sur son apparence peut être l'erreur la plus coûteuse qu'une personne puisse commettre dans sa vie. Victoria se plaça du côté des pièces blanches avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais rien perdu d'important dans sa vie. « Je joue toujours avec les blanches, mon cher. C'est la tradition dans la famille, » dit-elle, ignorant complètement que dans le jeu d'échecs sérieux, la couleur des pièces est décidée par tirage au sort. Diego acquiesça silencieusement et organisa ses pièces noires avec une précision qui fit froncer les sourcils de M. Hamilton. Chaque pièce était placée exactement au centre de sa case, parfaitement alignée, comme si cet échiquier en marbre italien n'était qu'un parmi les centaines qu'il avait déjà affrontés. « Rendons cela intéressant », annonça Victoria aux invités.
Si le garçon parvient à me faire sursauter au moins une fois, je donnerai 1000 $ à, je ne sais pas, une école publique. Les rires résonnèrent à nouveau dans la pièce, mais cette fois, Diego leva les yeux et sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Carmen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait ce sourire. C'était le même que Diego avait quand il était enfant, chaque fois que quelqu'un le sous-estimait lors des compétitions scolaires. Le même sourire qu'il avait eu à 12 ans lorsqu'il avait dit qu'il n'avait plus besoin de son aide pour ses devoirs de mathématiques. Victoria ouvrit la partie avec un mouvement de pion conservateur, E4. Le roi indien, ma chérie. Une ouverture classique que nous avons apprise à Harvard, expliqua-t-elle avec condescendance, comme si elle apprenait à un enfant à lasser ses chaussures. Diego répondit instantanément, C5. La défense sicilienne. Un silence étrange envahit la pièce. Ce n'était pas le coup de quelqu'un qui savait peut-être bouger les pièces. C'était la réponse de quelqu'un qui connaissait la théorie. Intéressant, murmura la députée Mills en se penchant en avant. Victoria hésita 3 secondes, suffisamment longtemps pour que Diego se rende compte qu'elle avait mémorisé une demi-douzaine d'ouvertures, mais qu'elle ne comprenait pas vraiment les principes qui les sous-tendaient. Elle joua NF3, suivant un schéma qu'elle avait probablement appris dans un club social. Pendant que Victoria réfléchissait à son prochain coup, Diego se permit un bref retour en arrière. 8 ans plus tôt, alors qu'il n'avait que 9 ans, il avait trouvé un livre de chess déchiré dans les poubelles de la bibliothèque. Il l'avait ramené chez lui caché dans son sac à dos et avait demandé à Carmen de lui apprendre les règles de base. « Mijo, pourquoi veux-tu apprendre ça ?» lui avait demandé sa mère, épuisée après une double journée de ménage. « Pour être comme les enfants des riches, maman. Ils disent toujours qu'ils sont plus intelligents que nous. » À l'époque, Carmen ne gagnait que 6 cents $ par mois. Il n'y avait pas d'argent pour des cours, pour un ordinateur, pour quoi que ce soit. Mais il y avait la bibliothèque municipale, qui devint le deuxième foyer de Diego. Tous les jours, après l'école, il marchait 3 kilomètres pour étudier des parties historiques dans des livres poussiéreux que personne d'autre ne touchait. Victoria joua en fin des 3, un coup timide qui révéla sa nature conservatrice, aux échecs comme dans la vie. Elle préférait les positions sûres, contrôlées, où la classe sociale pouvait garantir la victoire. Diego répondit par NC6, développant son jeu avec détermination. Il exécutait chaque coup en moins de 5 secondes, comme s'il suivait un scénario mental qu'il avait mémorisé des années auparavant. « Notre petit garçon va trop vite », commenta Victoria à ses invités. Dans le vrai jeu d'échecs, on réfléchit avant de jouer. C'est alors que Diego commit sa première erreur psychologique. Il s'arrêta, fit semblant de réfléchir profondément pendant 15 secondes, puis joua G6, préparant le fianchetto du fou. Un coup que n'importe quel débutant aurait fait par instinct, mais qui faisait en réalité partie d'un plan stratégique complexe qui prendrait encore 10 coups pour se révéler. Ah, vous voyez. Victoria se tourna triomphalement vers les invités. Il n'a pas la patience de réfléchir. Typique. Mais M. Hamilton, qui avait joué aux échecs à l'université 40 ans auparavant, reconnut le schéma. Victoria, ce garçon est en train de monter un dragon accéléré. Une quoi ? Répondit-elle, agacée d'avoir été interrompue pendant sa démonstration de supériorité. C'est une variante de la sicilienne. Assez sophistiquée. Victoria regarda l'échiquier avec une nouvelle tension dans les épaules. N'importe quoi. Il a dû voir ça dans un film. Mais au fur et à mesure que les coups s'enchaînaient, quelque chose d'inquiétant commença à prendre forme. Diego ne se contentait pas de répondre à ses mouvements, il dictait le rythme de la partie. Chaque pièce qu'il développait occupait exactement la bonne case, créant une harmonie qui transformait l'échiquier en une sorte de symphonie visuelle. Carmen observait tout cela depuis le coin de la pièce, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que Diego était doué, mais elle ne l'avait jamais vu jouer contre quelqu'un qui se prenait autant au sérieux. Et pour la première fois en 20 ans de travail dans cette maison, elle vit la peur dans les yeux de Victoria Whitman. La peur de découvrir que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi spéciale qu'elle l'avait toujours cru. Chaque nouvelle humiliation que Victoria tentait d'infliger ne faisait qu'alimenter quelque chose en Diego qu'elle ne pouvait pas voir. Une force silencieuse renforcée par l'injustice même qu'elle tentait d'imposer. Ce que ces personnes privilégiées ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris signait leur propre condamnation, écrite sur les 64 cases de ce plateau qui allait bientôt devenir le théâtre de l'une des plus grandes humiliations de l'histoire sociale de Beverly Hills. Le 10e coup de Diego révéla quelque chose qui fit s'étouffer M. Hamilton avec son whisky. Le garçon avait sacrifié un pion de manière apparemment innocente, mais tout joueur expérimenté aurait reconnu le piège mortel qui se dressait devant lui. « Victoria, » murmura Hamilton d'un ton urgent, « ce garçon n'est pas un amateur. »
Mais Victoria était trop déterminée à prouver sa supériorité pour écouter les avertissements. « Détends-toi, chérie. Il a sûrement mémorisé quelques coups sur Internet. Je vais en finir avec lui en 5 minutes. » C'est alors que Diego fit quelque chose d'inattendu. Il se leva calmement de sa chaise et se dirigea vers Carmen, qui observait tout depuis le coin de la pièce, les mains jointes. « Maman, » dit-il d'une voix basse, mais qui résonna dans le silence tendu de la pièce. « Tu te souviens quand tu m'as dit qu'un jour je montrerai à ces gens qui nous sommes vraiment ?» Carmen acquiesça, les yeux brillants de larmes contenues. Elle s'en souvenait parfaitement. C'était le jour où Diego avait eu 15 ans et elle n'avait même pas assez d'argent pour acheter un gâteau. Il avait trouvé sa mère en larmes dans la cuisine de leur petite maison et lui avait promis qu'un jour, il changerait tout. « Ce garçon a plus de classe que nous tous réunis », murmura la députée Mills à son mari, observant l'interaction entre la mère et son fils. Victoria tapota la table avec impatience. « On peut continuer la partie ? J'ai d'autres engagements aujourd'hui. » Diego retourna à son échiquier, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Ce n'était plus l'adolescent timide qui avait été invité pour divertir les invités. C'était un jeune homme qui portait sur ses épaules des années de sacrifice, d'études secrètes et une détermination forgée dans l'adversité. Le 11e coup de Diego fut exécuté avec une précision chirurgicale qui fit froncer les sourcils de Victoria pour la première fois. Il avait créé une double menace. Si elle protégeait le roi, elle perdrait la dame. Si elle protégeait la dame, elle serait mise échec et mate en 3 coups. Ce n'est pas possible, murmura Victoria en étudiant intensément l'échiquier pour la première fois depuis le début de la partie. C'est alors que Hamilton remarqua quelque chose de crucial. « Victoria, vous êtes dominée par un garçon qui n'a probablement jamais mis les pieds dans un club d'échecs officiel de sa vie. » Pendant que Victoria essayait de trouver une issue à son dilemme, Diego en profita pour observer chaque visage dans la pièce. La députée Mills avait arrêté de boire son champagne et se penchait en avant, fascinée. Le propriétaire de la chaîne d'hôtels avait posé son téléphone portable. Même la femme de Hamilton, qui feuilletait auparavant un magazine de mode, était désormais totalement concentrée sur la partie. Carmen connaissait ce regard sur le visage de son fils. C'était le même qu'il avait à 12 ans lorsqu'il avait découvert la section échecs à la bibliothèque municipale. Le même regard qu'il avait gardé pendant 5 heures d'affilée à étudier des parties historiques sur un ordinateur lent et cassé. Le même regard qui le faisait se réveiller à 5 heures du matin pour résoudre des problèmes tactiques avant d'aller à l'école. Victoria finit par jouer, dans une tentative désespérée d'échapper au piège. Mais il était trop tard. Diego avait calculé cette possibilité 6 coups plus tôt. « Échec », dit-il simplement en déplaçant sa dame vers une position qui offrait 3 suites gagnantes différentes. Le silence dans la pièce était assourdissant. Victoria regarda l'échiquier, puis Diego, puis à nouveau l'échiquier. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage contenue face à la prise de conscience qu'elle était systématiquement détruite par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. « Vous avez dû voir cette séquence quelque part, » dit-elle d'une voix plus aiguë que d'habitude. « Personne n'apprend ça tout seul. » Diego sourit pour la première fois depuis le début de la partie. « Vous avez raison. Je l'ai appris de Garry Kasparov. »« Kasparov vous a appris ?» demanda Hamilton, incrédule. « Pas en personne, » répondit Diego en déplaçant une pièce pour ce qui était clairement le coup final. « Mais j'ai étudié toutes ces parties documentées. 1803, pour être exact. » Il a utilisé cette séquence spécifique contre Karpov en 1984, lors de la 23e partie du championnat du monde. Victoria regarda autour d'elle, cherchant du soutien sur les visages des invités. Mais elle ne trouva que quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une désapprobation silencieuse. Pour la première fois de sa vie, les gens autour d'elle n'étaient pas impressionnés par sa performance. Carmen s'avança, la voix ferme et claire. « Mon fils se levait tous les jours à 5 heures du matin pour étudier avant d'aller à l'école. Il marchait 6 kilomètres jusqu'à la bibliothèque publique parce que nous n'avions pas les moyens de payer Internet. Quand je faisais des doubles quarts de travail, il restait éveillé toute la nuit à résoudre des problèmes d'échecs à la lueur d'une bougie parce qu'on nous avait coupé l'électricité. » La salle était maintenant complètement silencieuse. Diego regarda sa mère avec un mélange d'amour et de détermination qui fit détourner le regard de certains invités, honteux. « Échec et mat », dit Diego doucement en plaçant sa dame dans la position finale. Victoria regarda l'échiquier pendant de longues secondes, comme si elle s'attendait à ce que les pièces changent de position d'elles-mêmes. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, elle trouva Diego qui l'observait avec le même calme imperturbable avec lequel il avait commencé la partie. Mais à présent, quelque chose avait complètement changé dans la dynamique de la pièce. Les invités ne regardaient plus Diego comme un divertissement. Ils le regardaient comme quelqu'un qui venait de réécrire toutes leurs suppositions sur le talent, la classe et le mérite.
Et il regardait Victoria avec un mélange de gêne et de déception qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce que Victoria Whitman ne savait pas encore, c'est que cette défaite sur l'échiquier n'était que le premier coup d'une partie bien plus importante qui était sur le point de commencer. Une partie où toutes les règles sociales qu'elle avait toujours considérées comme acquises seraient remises en question, et où le garçon qu'elle avait sous-estimé prouverait que la véritable noblesse n'a rien à voir avec les noms de famille ou les comptes en banque. Victoria fixa l'échiquier pendant 15 secondes qui lui semblèrent une éternité. Ses doigts tremblants effleurèrent le roi, renversé comme s'il pouvait magiquement annuler le échec et mat. Le silence dans la pièce était si dense qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale à 15 000 $. C'était de la chance, murmura-t-elle, la voix tremblante, toute sa confiance perdue. Il a dû mémoriser cette séquence spécifique quelque part. Hamilton se leva de son fauteuil et s'approcha de l'échiquier. Victoria, ce garçon vient d'exécuter une variante de la sicilienne que même moi je ne connaissais pas. Et cela fait 40 ans que je joue. La députée Mills sortit son téléphone portable et commença à filmer discrètement. En tant que politicienne expérimentée, elle reconnut immédiatement la valeur virale de ce moment. Une millionnaire raciste humiliée par un prodige qu'elle avait sous-estimé. « Je n'accepte pas », dit Victoria en se levant brusquement et en renversant quelques pièces. « Il y a quelque chose qui cloche ici. Personne n'apprend à jouer comme ça tout seul. Quelqu'un l'a spécialement entraîné pour m'humilier. » Diego resta assis, l'observant avec le même calme imperturbable. « Vous voulez une revanche? Je peux jouer avec n'importe qui ici présent. Ou avec tout en même temps, si vous préférez. » Cette remarque provoqua un murmure nerveux parmi les invités. C'était une offre qui semblait impossible, mais après ce dont il venait d'être témoin, personne n'osa en douter. « Vous êtes arrogant maintenant, » rétorqua Victoria, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Un gamin des bidonvilles ne parle pas ainsi à ses supérieurs. » C'est alors que Carmen fit un pas en avant et, pour la première fois en 20 ans, regarda Victoria Whitman droit dans les yeux sans baisser la tête. « Madame Whitman, » dit Carmen d'une voix ferme et claire, « mon fils n'est pas issu d'une favela. Nous venons d'une communauté ouvrière. Et il n'est pas arrogant, il est honnête au sujet de ses capacités. Ce que vous êtes clairement incapable de faire au sujet des vôtres. » La tension dans la pièce monta d'un cran. Certains invités échangèrent des regards gênés, réalisant qu'ils étaient témoins de quelque chose de bien plus important qu'une simple partie d'échecs. Victoria se tourna vers Carmen avec rage. « Comment osez-vous me parler ainsi? Avez-vous oublié quelle est votre place dans cette maison? »« Non, » répondit Carmen calmement. « Je me suis souvenu de ma valeur. » Hamilton intervint, clairement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. « Victoria, nous ferions peut-être mieux de reconnaître que ce jeune homme est vraiment talentueux. » « Talentueux ?» Victoria rit amèrement. « Vous ne comprenez donc pas? C'était un coup monté. Quelqu'un l'a spécialement entraîné pour me ridiculiser dans ma propre maison. » Diego se leva enfin, et lorsqu'il prit la parole, sa voix était empreinte d'une maturité qui fit taire tous les adultes présents. « Madame Whitman, vous voulez connaître la vérité? Je n'ai pas été formé pour vous humilier. J'ai passé les 8 dernières années à étudier les échecs parce que je rêvais de jouer contre des gens qui respectaient ce jeu. Des gens qui comprenaient que le talent n'a pas de couleur, de classe sociale ou de nom de famille. » Il fit une pause, regardant chaque personne présente. « Lorsque vous m'avez invité à jouer, comme vous jouez dans les favelas, j'ai pensé que j'aurais enfin l'occasion de montrer que je méritais le respect. Mais je réalise maintenant que vous n'avez jamais voulu d'une partie équitable. Vous vouliez un spectacle humiliant. » La députée Mills avait arrêté d'enregistrer et observait la scène avec fascination. « Quel âge as-tu, mon garçon? »« 17, » répondit Diego. « Et depuis combien de temps joues-tu sérieusement? »« 8 ans. » Mills regarda Victoria avec un mélange d'incrédulité et de réprobation. « Victoria, vous venez d'être battue par un adolescent autodidacte. Un adolescent que vous employez. Un adolescent que vous avez invité à jouer pour vous amuser. » Victoria sentit le poids de tous les regards dans la pièce, et pour la première fois de sa vie, ce n'étaient pas des regards d'admiration ou d'envie. C'étaient des regards de jugement. « Je ne savais pas qu'il jouait sérieusement, » tenta-t-elle de se défendre, mais sa voix semblait faible, même à ses propres oreilles. « La question n'est pas de savoir s'il jouait sérieusement, » dit Hamilton, clairement irrité. « La question est que vous l'avez invité à jouer en supposant qu'il serait facilement battu. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de votre employé? Parce qu'il est noir? Parce qu'il n'a pas d'argent? » Le silence qui suivit fut dévastateur. Diego rangea calmement les pièces sur l'échiquier, chaque mouvement exécuté avec précision. « Merci pour la partie, Madame Whitman. C'était instructif. » Quand il eut terminé,
il se tourna vers sa mère. « Maman, on peut y aller? J'ai école demain. » Carmen acquiesça en retirant le tablier qu'elle portait pour servir les invités. Mais avant de partir, elle se retourna une dernière fois vers Victoria. « Madame Whitman, merci de m'avoir montré que mon fils mérite de vivre dans un endroit bien meilleur que celui-ci. » Alors que la mère et le fils se dirigeaient vers la porte, la députée Mills les appela. « Diego, serais-tu intéressé par une bourse d'études? Je connais plusieurs universités qui seraient ravies d'accueillir quelqu'un avec ton talent. » Diego s'arrêta et sourit, son premier sourire sincère de la soirée. « Très intéressé, madame. » Mills lui tendit sa carte de visite. « Appelez-moi lundi. » Victoria regarda la scène, immobile, essayant encore de comprendre comment elle avait pu perdre le contrôle de la situation. En moins d'une heure, elle était passée du statut d'hôtesse respectée à celui de femme qui avait sous-estimé un prodige par préjugé, devant des témoins importants. Lorsque la porte se referma derrière Diego et Carmen, les invités restants se regardèrent dans un silence gêné. Hamilton fut le premier à se lever. « Je pense que je ferais mieux de partir aussi. » Un par un, les invités commencèrent à partir, ne laissant derrière eux que des salutations froides et des regards réprobateurs. Victoria resta seule dans la pièce, regardant toujours l'échiquier où son arrogance avait été systématiquement détruite par un adolescent qu'elle considérait comme inférieur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit-là n'était que le premier mouvement d'une partie beaucoup plus grande, une partie où Diego Santos allait non seulement réécrire sa propre histoire, mais aussi remettre en question tout le système de privilèges que des personnes comme Victoria Whitman considéraient comme acquis. Alors que Diego rentrait chez lui aux côtés de sa mère sous les étoiles de Beverly Hills, il gardait dans sa poche la carte qui allait changer sa vie à jamais. Et dans son esprit, il calculait déjà non seulement des coups d'échec, mais aussi les mouvements d'un jeu beaucoup plus vaste. Celui de prouver que la véritable noblesse ne s'achète pas avec de l'argent, mais se gagne avec le caractère. 6 mois plus tard, Diego Santos marchait dans les couloirs de l'université de Stanford avec une bourse d'études complète en ingénierie. La députée Mills avait tenu sa promesse, lui ouvrant non seulement des portes dans le monde universitaire, mais aussi les portes d'un monde entier de personnes qui reconnaissaient le talent indépendamment de l'origine sociale. La vidéo de cette soirée à Beverly Hills était devenue virale, avec 3 millions de vues en 2 semaines. Non pas parce que quelqu'un avait filmé la partie, mais parce que la députée Mills elle-même avait partagé l'histoire sur ses réseaux sociaux, transformant Diego en symbole de réussite et Victoria en exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on a des privilèges. Un jeune prodige détruit une millionnaire raciste aux échecs, était le titre qui circulait partout sur Internet. Les commentaires étaient impitoyables. Quelle honte pour cette femme, et « ce garçon mérite toutes les chances du monde » dominaient les sections de réponse. Victoria Whitman était devenue persona non grata dans ses propres cercles sociaux. Le club de golf a annulé son adhésion sous la pression des autres membres. 3 organisations caritatives ont retiré son nom de leurs événements. Même Hamilton, son ami de longue date, a commencé à l'éviter lors des réunions sociales. Victoria a toujours été arrogante, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse être aussi cruelle, a commenté la femme de Hamilton lors d'un dîner à Malibu. Humilier un enfant de cette façon, devant tout le monde. Le pire pour Victoria a été de réaliser que Diego n'avait jamais cherché à se venger ou à se mettre en avant. Il avait simplement joué au jeu d'échecs, quelque chose qui lui venait naturellement, avec une maîtrise acquise au fil d'années de dévouement silencieux. L'humiliation qu'elle ressentait était auto-infligée, résultat direct de ses propres préjugés. Carmen avait été promue superviseur du nettoyage dans un hôtel 5 étoiles à Santa Monica, un emploi qui payait 3 fois plus et offrait une couverture médicale complète. Ce n'était pas de la charité, mais la reconnaissance du professionnalisme dont elle avait toujours fait preuve, enfin appréciée par des employeurs qui voyaient au-delà des préjugés. Diego a fondé un programme d'échecs en ligne gratuit qui mettait en relation des jeunes issus de communautés défavorisées avec des mentors universitaires. En moins de 6 mois, 1200 enfants apprenaient non seulement les mouvements des pièces, mais aussi des stratégies de vie qu'aucune salle de classe formelle ne pouvait enseigner. Les échecs m'ont appris que chaque personne a une valeur stratégique unique, a expliqué Diego lors d'une interview sur CNN. Victoria Whitman m'a appris que certaines personnes ont besoin de tout perdre pour apprendre ce qui compte vraiment. Lorsqu'on lui a demandé s'il en voulait à la femme qui avait tenté de l'humilier, Diego a souri avec le même calme qu'il avait affiché lors de cette nuit fatidique. La rancéure est une pièce qui ne fait que perturber le jeu. Je préfère me concentrer sur ce que je peux construire. Victoria a regardé cette interview seule dans son manoir, désormais vide de ses amis qui l'avaient abandonnée. Pour la première fois, elle comprenait vraiment ce qu'elle avait perdu cette nuit-là. Pas seulement une partie d'échecs, mais l'opportunité d'être une meilleure personne. Hamilton a appelé une seule fois après l'incident, juste pour dire « Victoria, tu as créé cette situation ». Diego a simplement répondu avec la classe que vous auriez dû faire preuve dès le début.
La leçon a résonné bien au-delà de Beverly Hills. Diego a prouvé que la véritable noblesse ne vient pas des noms de famille ou des comptes en banque, mais d'un caractère forgé dans l'adversité et démontré par des actions. Il a transformé les préjugés en détermination, l'humiliation des autres en croissance personnelle. Aujourd'hui, lorsque Diego regarde vers l'avenir, il ne voit pas les limites imposées par les autres, mais les possibilités créées par sa propre détermination. Victoria avait tenté de le rabaisser pour se sentir plus grande, mais elle a fini par révéler que la véritable grandeur se mesure à la capacité d'élever les autres, et non de les rabaisser. Carmen a fièrement encadré une photo de Diego recevant sa première mention honorable à Stanford. Sur le mur à côté, un certificat du programme d'échecs qui avait déjà touché des milliers de jeunes. Des réalisations qu'aucun argent ne pouvait acheter et qu'aucun préjugé ne pouvait voler. La meilleure vengeance, comme Diego l'a découvert, n'est pas de détruire ceux qui tentent de vous rabaisser, mais de construire quelque chose d'aussi extraordinaire que leur médiocrité devient insignifiante en comparaison. Victoria Whitman a tenté de le transformer en divertissement, mais Diego Santos est devenu une source d'inspiration. Et cette différence définit non seulement qui gagne aux échecs, mais aussi qui gagne dans la vie. Si cette histoire de dépassement de soi et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que le véritable pouvoir ne réside pas dans les privilèges, mais dans la capacité à transformer les obstacles en opportunités de croissance extraordinaire.